Merci en tout cas à ceux qui rejoignent ce premier webinaire, un premier d'une longue série. On compte les organiser environ toutes les 3 semaines. Ce sera à peu près la fréquence qu'on va se donner. Et donc de couvrir comme ça des sujets immobiliers qui vous intéressent, qui sont dans vos préoccupations, pour vous aider à mieux gérer ces investissements, ces patrimoines que vous souhaitez ou que vous avez constitués. Bonjour Sana, je vois ton petit message. Ravi de te revoir ici. Vous avez bien sûr le chat à votre disposition. Vous pourrez poser vos questions pendant cette période de discussion entre les quatre panélistes du jour. Et soit c'est des questions qui sont directement liées au thème qu'on est en train d'aborder, on les répondra dans la foulée. Soit c'est des questions qui vous tracassent, qu'on pourra répondre en deuxième partie via un Q&A, question-réponse. Soit si on n'a pas la réponse, parce que bien sûr ça peut arriver, on réfléchira sur ces sujets que vous nous proposez et on vous apportera une réponse plus individuelle. Et petite chose à savoir, ce serait top que vous puissiez écrire vos questions à conférenciers et participants. Comme ça, l'ensemble des participants voient les questions qui sont posées et il n'y a pas de doublons. Parce que là, le bonjour sont adressés à seulement les conférenciers. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un peut tester conférenciers et participants? Fantastique. Ouais. Merci Florence. Merci Florence. Donc, on est une quinzaine pour le moment. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à 30 spectateurs. On va attendre un petit peu encore. Alors, on va se présenter dans quelques minutes. Certains d'entre nous sont à Paris, certains d'entre nous sont en home office. Pour nous deux, avec Jean-Marc, c'est le cas. On a Lisa qui est à Station F. Corinne est basée à Nantes, ou juste à côté de Nantes. Et Olivier, tu es à Bordeaux même, Olivier, ou juste à côté? Non, je suis juste à côté, un petit village qui s'appelle La Brède. La Brède. Village où est né Montesquieu, d'ailleurs. Ah, d'accord. Et que fait-on à La Brède? Quelle est la spécialité de La Brède? La spécialité de La Brède, c'est Montesquieu. Tout à La Brède tourne autour de Montesquieu. Ouais. Sinon, on fait du vin, bien sûr. On est dans le Bordelais. Okay, d'accord, ça marche. Bon, je propose qu'on commence le tour de table à se présenter. Lisa, est-ce que tu veux démarrer, s'il te plaît? Eh bien, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Lisa Gerbe et je suis programme manager de l'incubateur HEC Paris. Je vais essayer de décrire un incubateur en quelques mots. Notre job consiste en aider des startups, par exemple Clower avec Christophe, à trouver un maximum de ressources dans un écosystème qualifié pour développer son activité et accélérer sa croissance. Voilà. Après, il y a plein de facettes. C'est un super job parce qu'on rencontre plein de différents projets. Il y a énormément de ressources. On agglomère dans un même lieu et écosystème. J'aurai plaisir à vous en dire un peu plus à un autre moment parce que sinon, je vais monopoliser l'attention. Mais je suis très heureuse d'être dans ce webinaire et du coup, d'aller chercher des connaissances que je n'ai pas en location. J'ai hâte d'apprendre plein de choses. Eh bien, super. Merci beaucoup, Lisa, sur ces sujets de l'incubation, de la croissance, de la création d'une jeune entreprise. Si c'est des sujets qui vous intéressent, forcément, avec Jean-Marc, on est hyper passionné par ce sujet. Donc, ça peut faire partie d'un autre thème. On sera ravis. Oui, il y aura un replay. Je me permets juste, je vais mettre le nom de la newsletter dans le chat si ça intéresse certaines personnes, comme ça on pourra se recontacter ou vous pourrez avoir accès à des webinaires plus axés entrepreneuriat. Et oui, il y aura un replay disponible justement dans cette newsletter et sur les différents réseaux sociaux de l'incubateur HEC Paris et de Clower. Exactement. Corinne, est-ce que tu souhaites te présenter, s'il te plaît? Oui, volontiers. Donc bonjour, je m'appelle Corinne, j'habite donc Orvaux, une petite ville juste à côté de Nantes. Donc il y a une vingtaine d'années, j'ai entamé une reconversion en fait professionnelle, donc dans l'immobilier. Auparavant, j'ai été une petite dizaine d'années assureur. Très rapidement, en fait, je me suis axée sur des investissements immobiliers locatifs d'habitation en respectant un axe quand même fort, en me disant donc je vais investir plutôt dans une grande ville en développement,
en l'occurrence Nantes, puisque j'habite juste à côté, donc il y a quand même le côté pratique également pour la gestion, et disposant donc d'un large réservoir d'étudiants et de nouveaux entrants sur le marché du travail. Nantes est une ville qui est très dynamique et on a donc cette chance aussi d'avoir ces jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail à Nantes. Donc, pour le faire court, dans un premier temps, j'ai entamé donc les différents achats immobiliers que j'ai réalisés en nom propre avec mon mari. Et petit à petit, en apprenant également le métier, parce que le métier est très divers, nous avons donc choisi de faire différentes enveloppes, donc de type SCI, de type LMNP, alors c'est un mot un peu barbare, loueur meublé non professionnel, et SARL. Voilà, sur les 5 dernières années, je dirais, je m'oriente davantage sur une action un peu plus précise dans l'immobilier. Je souhaite donc faire sur Nantes une offre de co-living parce que les choses changent et les jeunes et moins jeunes sont très heureux de partager un bout de leur vie et donc je m'oriente davantage vers ce style de location. Ok, super intéressant. On aura, je pense, un atelier dédié à ce sujet du co-living, Corinne. Donc, bien sûr, ce sera intéressant d'avoir ton expérience sur ce sujet. On tourne maintenant vers Olivier. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui fait qu'effectivement tu es présent parmi nous aujourd'hui? Alors, pour ma part, donc moi j'ai 50 ans, j'ai eu une activité professionnelle assez diverse parce que j'ai travaillé sur les marchés financiers pendant une quinzaine d'années. Et j'ai également eu une agence immobilière avec une activité de gestion locative. L'immobilier, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Je crois que tout ça vient du Monopoly. J'y ai beaucoup joué étant jeune. Je soupçonne ma mère de m'avoir laissé gagner pour terminer les parties plus vite. C'est ce qui m'a donné confiance un peu dans l'immobilier. Et j'ai toujours quand même trouvé ça assez fabuleux de pouvoir créer des flux de trésorerie finalement à partir d'actifs immobiliers. Donc, dès que j'ai eu, pour ma part, suffisamment d'épargne pour me dire je peux acheter un bien et si jamais il ne se loue pas ou il y a de la vacance locative, j'aurais quand même de quoi faire face pour rembourser le prêt. J'ai commencé à acheter donc, un premier immeuble que j'ai acheté il y a 18 ans. Et pour ma part, je me suis tourné, moi, sur des logements d'habitation loués nus, pas du meublé. Et par contre, j'ai fait un choix au niveau fiscal, c'est-à-dire que moi, j'ai mis dans une SCI et avec une option à l'IS finalement. Donc ça a été mon premier pied, je dirais, dans l'investissement immobilier. Le deuxième immeuble que j'ai acheté, il était mixte. En fait, il y avait un logement et un local commercial. Et le troisième que j'ai acheté, il n'y avait plus qu'un local commercial. Et ce qui m'a amené petit à petit à glisser vers tout ce qui est locaux commerciaux, entrepôts et locaux d'activité. Super, c'est très clair, Olivier. Merci beaucoup. Jean-Marc, raconte-nous un petit peu ton expérience et comment est-ce que tu as construit cette expertise autour de la gestion patrimoine immobilier. Assez rapidement, j'ai moi commencé par être banquier. J'ai été banquier pendant une quinzaine d'années. Donc, je faisais plein de choses assez intéressantes. Et puis, j'ai monté une petite boîte il y a un peu plus de 20 ans maintenant, un petit peu moins de 25 même, où je faisais de l'accompagnement d'investisseurs immobiliers. Alors, je prends location meublée en location nue. Donc, j'accompagnais les gens en fait, qui voulaient faire de l'investissement tout en ayant quelqu'un à leur côté pour les aider parce qu'ils n'avaient ni ou pas le temps ou pas l'envie de faire ce qu'Olivier et Corinne ont fait, c'est-à-dire de se former tout seul et de faire seul. Et je suis aujourd'hui chez Tower responsable de l'expérience client. Donc, j'essaye d'apporter le maximum d'intelligence à l'outil pour contenter nos clients. Super, merci beaucoup Jean-Marc. Donc peut-être rapidement sur moi, donc moi je suis Christophe, enchanté, j'ai 45 ans. Moi l'immobilier, c'est pas une aire d'expertise de mon côté, mais par contre je me suis rendu compte qu'il y avait des irritants, des frictions, des moments qui n'étaient pas agréables quand on gérait un bien, la compta, la déclaration fiscale, la gestion. Et donc je me suis dit qu'on pouvait faire mieux. Et donc c'est l'aventure de Clover, mais on n'est pas là pour parler de Clover, on n'est pas là pour parler vide, pour parler meublé, pour parler habitation en location. Et pour répondre à vos questions, ce que vous vous posez, ce que vous nous avez déjà posé d'ailleurs, auquel on va bien sûr essayer de répondre dans la foulée. Du coup,
on a déjà abordé le premier thème qui était vers comment est-ce qu'on s'est constitué ce patrimoine. Est-ce que dans un premier temps, vous avez directement été vers de la location meublée ou vers de la location vide pour toi, Olivier? Comment est-ce que vous êtes venu vers ce monde-là? Comment est-ce que, Olivier, par exemple, si tu veux commencer, comment est-ce que tu es venu vers soit d'abord du commercial, soit d'abord de l'immobilier? Alors, oui. Alors, pour ma part, en fait, moi, la démarche, elle a été la suivante. En fait, moi, je recherchais surtout un investissement qui soit rentable et surtout avec un cash flow qui soit le plus positif possible. Donc, naturellement, en cherchant ça, je me suis retrouvé surtout dans des plus petites villes, hein, puisque là, on va retrouver des taux de rentabilité, des taux de rendement plus élevés dans des petites villes. Et naturellement, dans une petite ville, en tout cas moi celle sur laquelle j'ai acheté mon premier immeuble, qui est Langon, hein, la sous-préfecture de la Gironde, donc à 40 km de Bordeaux à peu près, forcément la clientèle n'est pas la même que dans une grande ville et il n'y a pas forcément de demande pour des logements meublés. Donc naturellement, l'offre que j'ai trouvée, moi c'était un immeuble qui était déjà loué et qui était loué en location nue. Donc voilà, mais par contre, il offrait une belle rentabilité et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Donc c'est comme ça que j'ai mis le doigt, je dirais, dans le logement, dans la location d'habitation et dans le logement nu. C'est plus en fait le produit lui-même qui m'a amené sur ce choix-là. Olivier, une question. Quel était le taux de rendement en fait, que tu as trouvé sur ton premier immeuble là? Alors le taux de rendement, donc à l'époque, on est en 2002 et le taux de rendement, il était de 12%. Voilà, mais tout ça est à modérer, hein, parce que certes, l'immeuble était loué et offrait une rentabilité de 12%. Après, il nécessitait quand même des travaux qui allaient être, voilà, parce qu'il y a une partie des logements qui étaient quand même assez vétustes. Et je savais bien qu'à la relocation ou même en cours de bail, il y aurait des travaux à effectuer. Donc, c'est une rentabilité faciale, mais c'est vrai que sur le papier, quand on l'achète, quand on va voir le banquier, c'est quand même un dossier qui est intéressant. Après, est-ce que ça se retrouve aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Je pense que les rendements ont fortement baissé, mais comme les taux d'intérêt. Donc, du coup, premier mouvement pour Olivier, qui était, lui, déjà un spécialiste de l'immobilier, un immeuble de rapport dans une ville moyenne, Langon, avec un taux de rendement qui était le trigger, l'outil de décision qui permet de faire cette acquisition. Et pour toi, Corinne, comment est-ce que ça s'est passé? Quel a été ton premier mouvement vers ce meublé, du coup? Alors, comme beaucoup, j'ai commencé donc à faire des logements vides. Alors, pour ma part, moi, je n'y connaissais rien. J'avais déjà joué au Monopoly, mais je n'y connaissais rien. Donc, j'y suis allée vraiment tout naturellement. Et puis, un des axes aussi que moi, je me suis donné, c'est de faire la gestion en direct de mes locataires. Ce faisant, j'ai constaté aussi, donc moi, j'ai investi principalement dans le centre-ville de Nantes. Et j'ai donc rapidement compris qu'il y avait une mutation sociale ou sociétale où les jeunes étudiants avaient une forte rotation, c'est-à-dire qu'ils arrivaient pour 6 mois dans une école à Nantes, repartaient pour 4 mois à Taïwan, revenaient pour 4 mois à Nantes, repartaient, etc. Donc, les jeunes avaient besoin d'avoir un endroit où se loger meublé. D'accord? Premier point. Deuxième point, Nantes est une ville extrêmement attractive pour les jeunes diplômés surtout. Donc, il y avait également des jeunes que je voyais arriver sur Nantes qui étaient là soit pour un stage de fin d'études, soit pour un premier job sur une courte durée également. Donc, ils ne voulaient pas non plus s'engager dans d'achat de meubles, etc., mais d'avoir un pied-à-terre tout confort, en fait. Hein, donc, cette deuxième population. Et déjà, un souhait qui a déjà été bien amorcé, même avant le Covid. On voyait dans les années peut-être 2010 de jeunes Parisiens en mal de province, souvent d'ailleurs des couples qui souhaitaient donc venir habiter sur Nantes. Ils arrivaient sur Nantes, ils n'avaient pas forcément ni les moyens ni le temps d'acheter. Donc,
quitte à poser en fait leurs meubles, leurs affaires, etc. dans des garde-meubles, et ensuite se poser dans un meublé pour pouvoir ensuite acheter un appartement, une maison, quelque chose pour eux. Donc c'est vraiment ces 3 points. La rotation forte des étudiants, les jeunes qui arrivent, les jeunes diplômés sur le marché du travail à Nantes, mais pour des courtes durées, et déjà donc beaucoup de jeunes finalement qui souhaitent également quitter la région parisienne ou Paris pour venir dans une grande métropole qui leur offre aussi un accès direct à Paris, bien sûr, comme le TGV. Donc en fait, l'immobilier meublé, la location meublée, a eu tout son sens dès lors que j'ai rencontré en fait ces différents points. Super, merci Corinne. Donc du coup, on a d'un côté Corinne, alors c'est pas un match qu'on est en train de faire, c'est pas un versus. On a Corinne d'un côté qui est surtout sur du meublé, uniquement sur du meublé. Olivier qui est uniquement sur du vide et du commercial, mais je parle du vide aujourd'hui. Jean-Marc, est-ce que toi tu constates dans les clients que tu peux suivre déjà qu'il y a cette espèce de porosité entre le vide et le meublé, ou non, ceux qui font du vide font que du vide et ceux qui font du meublé font que du meublé? En général, les stratégies se dessinent assez rapidement et lorsqu'on attaque sur l'une des deux formules, en général, on s'y tient et on construit son patrimoine autour de ça. J'ai remarqué néanmoins que la plupart des gens qui industrialisent le process, comme c'est le cas de Corinne ou Olivier, choisissent une des voies. Celui qui fait un seul investissement, il va souvent plutôt sur de la location nue que sur de la location meublée. Et il est probablement, les gens qui font de la location meublée sont plus souvent des gens qui gèrent eux-mêmes les biens pour des raisons qu'on va sans doute évoquer un petit peu plus tard. Mais les stratégies sont assez bien définies à ma connaissance. Oui, Olivier. Oui, moi je pense que ce que disait Corinne aussi est assez intéressant en fait, c'est que cette problématique de location nue ou location meublée, avant d'être un choix fiscal, pour moi il faut bien voir que c'est un choix marketing en fait. Certes, la location nue, c'est une activité civile, mais il y a quand même une véritable démarche commerciale qu'il faut avoir. C'est-à-dire que le bien que j'achète, à qui je vais le louer? Est-ce qu'il répond à la demande des candidats locataires de la ville? Donc, je trouve que Corinne l'a très bien exprimé. C'est vraiment la ville qu'elle travaille, c'est Nantes. Elle remarque qu'il y a une demande de plus en plus forte pour des logements meublés et elle y répond. Et ça, je pense que c'est important. Donc, c'est vrai, je pense, pour toutes les grandes métropoles. Je pense que Bordeaux, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants et qui recherchent des locations plutôt meublées. Ça répond à la demande. Si on prend des villes secondaires où il n'y a pas, par exemple, je prends Langon, où par exemple, il n'y a pas de cursus d'étudiants, des logements loués meublés, je pense, ne trouveraient pas preneur. Donc, il y a d'abord, est-ce que le bien que j'achète, il répond à la demande? Je pense que c'est le premier truc avant de se poser la question fiscale. Effectivement, à quel marché est-ce qu'on s'adresse? Le marché du petit appartement, du grand appartement, etc. Oui, les segments utilisateurs, comme nous on dit dans notre domaine, dans notre langage à nous, un peu de start-up, sont effectivement le point de départ. Mais alors, c'est quoi finalement un meublé? Est-ce qu'il suffit de mettre une table, 3 chaises et un verre? Ou comment est-ce que l'État définit ce meublé? Je crois que Corinne, tu nous as préparé une petite réponse sur ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, j'ai consulté en toute simplicité le service public.fr qui donne donc une définition du meublé claire. Donc, elle indique donc que c'est un logement comportant un mobilier suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement. Alors, à cela, le service public donne en fait une liste d'éléments d'ameublement que vous pourrez voir donc sur le service public, qui est très clair, mais qui a quand même son importance parce que l'équipement est très précis. Par exemple, on nous dit qu'il nous faut une literie avec une couette ou une couverture, que dans les chambres, il faut des volets, qu'on a besoin d'ustensiles de cuisine, etc. Donc, c'est très, très clair. Si on n'a pas un de ces éléments, on ne rentre pas dans le cadre du meublé. Donc, pour être aussi en phase avec la loi est très précise et claire et vous le retrouvez donc sur servicepublic.fr. Dans l'enregistrement qu'on va vous proposer, on mettra bien sûr tous ces liens utiles auxquels on s'est référé pour que vous puissiez avoir accès facilement. Effectivement, ces éléments sont les premiers à regarder. Est-ce que je fais bien du meublé? Est-ce que je suis légal? On va essayer à chaque fois de rentrer à la fois dans une location bien sûr légale pour couvrir tous les intérêts des propriétaires, mais aussi dans une location plutôt éthique où on fait en sorte que les locataires se sentent bien.
Et bien sûr, quand ils se sentent bien, ils restent longtemps et ça reste bien sûr au bénéfice des propriétaires. Donc, comment est-ce que vous avez identifié finalement ces biens? On va rester avec Corinne. Les premiers éléments, donc c'était plutôt en centre-ville, je crois, à Nantes, Oui. donc de l'ancien, j'imagine. Oui, tout à fait. De l'ancien, pourquoi? Parce que j'adore rénover. D'une part. Corinne adore les travaux, on le souligne, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà. C'est un toc, je pense. Oui, effectivement, moi, je travaille dans l'ancien, mais le meublé, il répond aussi davantage. Pourquoi? Parce que le neuf est souvent exploité, je ne vais pas rentrer dans les considérations, mais dans des statuts fiscaux qui excluent le meublé. Il y a plusieurs lois, par exemple, comme la loi Pinel, où on n'a pas le droit de faire de meublé. Donc, effectivement, moi, je travaille dans l'ancien à rénover. OK. Et toi, Olivier, comment est-ce que tu as choisi tes logements? Je crois que c'était plutôt neuf. Alors, non, pas du tout. Non, moi, je suis pour l'ancien, enfin, c'est pas pour ou contre, mais globalement, je trouve qu'on trouve plus d'opportunités dans l'ancien que dans le neuf, en termes de rendement, en termes de possibilité de valoriser le bien. Un bien neuf, vous n'allez pas y faire des travaux dedans. Un bien ancien, il y a peut-être moyen de le réagencer différemment, de le réexploiter différemment et donc de libérer de la valeur. Donc non, moi, c'est plutôt de l'ancien également. Et comment j'ai choisi, il faut déjà la rentabilité du bien, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, est importante. La possibilité de le valoriser, c'est important également. Et après, ce qui est pour moi très important, c'est quand même la localisation, l'intérêt architectural. Voilà, il faut que le bien me plaise quand même. Voilà. C'est quelque chose qui rentre dans mon patrimoine et je veux que ce soit quelque chose de bien. OK, donc que le bien plaise, effectivement. Alors, sans forcément répondre complètement à la question qui nous est parvenue à l'instant, mais ça reste quand même dans le thème. Aujourd'hui, si on veut distinguer les chiffres vide, meublé, on est aujourd'hui sur du meublé, ça représente 6% du marché de la location. Donc, le vide, 94% du marché de la location. Donc, c'est évidemment extrêmement prépondérant. Les chiffres d'Airbnb sont exclus de ces statistiques-là. Et pourtant, ils sont en train d'y revenir. Hein. C'est le commentaire qu'on a, étant donné, vu qu'effectivement, on a une très forte baisse de la demande Airbnb. On a, je crois, il y avait des articles hier dans Le Parisien, pour les Parisiens, mais je les partage pour ceux qui ne sont pas à Paris, qui nous disaient qu'en fait, l'offre en meublé avait triplé à Paris depuis 1 an, parce que justement, on a ce rebasculement de ces logements Airbnb vides qui sont maintenant proposés à la vente. Donc, on est tous les deux, pour vous, Corinne et Olivier, sur plutôt de l'ancien. Pour Corinne, sur du centre-ville de Nantes. Et pour Olivier, des villes secondaires, mais en centre-ville secondaire ou plutôt en périphérie de ville secondaire? Alors, moi, c'est du centre-ville secondaire. Okay. Mais ça pourrait être un peu à l'extérieur. Après, c'est toujours pareil. Plus on s'éloigne, plus la visibilité est compliquée à avoir sur la facilité à louer. Et après, ce que je pense qui est important de voir aussi, c'est que c'est toujours en fait les vases communicants. C'est-à-dire qu'on peut choisir une ville secondaire, ce que moi j'ai fait, j'ai une rentabilité qui est forte, mais à l'inverse, la revalorisation de la valeur de bien va être beaucoup plus faible. Si j'avais fait le même investissement dans le centre de Bordeaux il y a 18 ans, la revalorisation patrimoniale de mon bien aurait été beaucoup plus forte. Donc, il y a aussi une histoire d'objectif. Soit je choisis un centre-ville, je vais avoir une rentabilité qui va être plus faible, soit je choisis de m'éloigner, j'aurai peut-être une rentabilité plus forte, mais une revalorisation plus faible du bien. Avec le pendant, Olivier, qui est que plus le rendement de l'actif est fort, moins il y a d'impact en trésorerie, voire il y a des excédents de trésorerie avec le montage financier. Alors que si on est en hyper-centre-ville de Bordeaux, par exemple, on va payer très cher. Le loyer va être plus élevé que les biens que tu loues toi, mais le rapport entre le loyer et le prix d'achat va être bien moins bon. Donc, il va y avoir des impacts en trésorerie plus forts. C'est souvent la trésorerie, en fait, ou la volonté ou la capacité de trésorerie qui fait qu'on va aller vers tel ou tel type d'investissement. Complètement. Si on parle maintenant du financement de l'acquisition, vous avez tous fait complètement levier sur la banque, vous avez investi une partie de votre patrimoine, de votre épargne dans ces opérations? Alors, je réponds parce que je n'ai pas mon micro coupé. Je laisserai Corinne répondre après. Pour ma part, oui, moi j'ai toujours financé 100%
Même le premier, j'avais financé également les droits de mutation, avait été financé par le banquier. Ce qui se faisait à l'époque, c'est peut-être un peu moins évident aujourd'hui. Voilà. Après, moi, je préfère garder la trésorerie justement pour pouvoir accuser les coups durs si jamais il y a de la vacance locative ou s'il y a des travaux qui ne sont pas prévus, etc. Donc après, pareil, chacun a sa stratégie. Moi, je préfère maximiser ma trésorerie et pouvoir faire face en cas de difficulté. Ok, très bien. Corinne, même chose pour toi. On parlera des coups durs après, justement. Ce sera intéressant, je pense, de partager les petits hits qu'on a pu prendre par-ci, par-là. Oui, tout à fait. Je partage pleinement ce qu'a dit Olivier. C'est-à-dire que moi, dès le début, alors, au début, j'ai cru qu'il fallait avoir un apport personnel. Ça fait 25 ans, je pense, le premier appartement que j'ai acheté, ce qui était une erreur. J'ai appris en faisant aussi, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, le deuxième appartement, je l'ai acheté directement avec un financement total, comme Olivier, les frais de mutation, les travaux, etc. Et j'ai été également amenée, dès lors que je me suis lancée dans le meublé, à demander également à ma banque, à mon partenaire financier qui me suit, de prendre également en charge le financement des travaux d'équipement, pardon, travaux d'équipement. Donc, par exemple, si je mets une cuisine aménagée équipée, si je mets également une buanderie, etc. Donc, le deal, c'est également que la banque me prenne tout cela en charge, de façon à ce que moi, tout comme Olivier, je ne sors pas de trésor sur une opération et je garde cette trésorerie pour le au cas où, parce que le au cas où existe. Alors, au cas où, allons-y. On va parler de mise en location, de recherche de locataires et ensuite de gestion. Corinne, toi, tu gères en direct, c'est Oui. bien. Oui. Olivier, tu les fais gérer via une agence. On va voir ensemble si, quand il y a un hit, est-ce que c'est l'agence qui l'apprend, qui le minimise ou qui l'amplifie éventuellement. Est-ce que vous avez chacun un exemple de vacances locatives qui n'étaient pas prévues, de hit? Qu'est-ce qui a été troublant dans dans cette expérience de location? On va commencer par Corinne. Alors, les hicks, évidemment, ça existe, hein, c'est la vie. Moi, j'en ai eu quelques-uns l'année passée, notamment avec notre fameux Covid, où j'ai eu des vacances locatives. Donc, effectivement, là, c'est très clair, j'avais la trésorerie ou je ne l'avais pas. D'accord? Par contre, en amont, pourquoi moi je fais de la gestion directe, c'est justement pour voir en fait, pour avoir ce lien direct en fait avec les locataires potentiels. C'est-à-dire que le fait de réceptionner leurs appels, leurs demandes par mail, etc., je vais échanger avec eux et je vais comprendre aussi quels sont réellement leurs besoins. Toujours pour le coup d'après, c'est-à-dire, comme disait Olivier tout à l'heure, quand on fait de l'immobilier, je pense déjà qu'on aime l'immobilier, et quand on fait de l'immobilier, il faut toujours s'intéresser à ce que veulent vraiment les locataires, où ils seront à l'aise, où ils sont heureux, qu'est-ce que nous, on peut améliorer, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Donc, cette gestion en direct me permet de connaître donc vraiment les besoins de ces derniers et d'éviter aussi le coût élevé qui peut être engendré si toutefois je faisais la gestion locative au travers d'une agence ou d'un gestionnaire de biens, etc. Même si il y en a des très très bons et très efficaces et heureusement qu'ils sont là. Moi, je préfère faire la gestion en direct, découvrir les besoins des locataires, ne pas dépenser cet argent et garder cet argent si, au cas où j'ai un coup dur, eh ben, j'ai cette trésorerie que je n'aurais pas si je le donnais en direct à une agence. Cet argent que tu mentionnes, Corinne, tu l'as estimé ou pas? On parle en général de… Alors, l'agence affiche du 6, 8. Si on rajoute quelques garanties et quelques contrats, quelques prestations, des études montrent que c'est plutôt 10,2%. Est-ce que toi, tu l'as estimé? Quelle est à peu près l'économie que tu réalises du coup en gérant de manière autonome et en étant du coup parfaitement connecté à cette demande, à ce marché? Je pense qu'en termes de coûts, je gagne à peu près, enfin, je ne perds pas 70 € par mois par bien. Ok. Ce qui est quand même considérable quand tu regardes ça sur une année. Et ça me permet justement d'avoir cette trésorerie
pour le coup dur Alors, éventuel. avec une contrepartie aussi, Corinne, combien de temps par bien tu passes? Alors, très bonne question. Il y a eu une grande étude qui a été faite en 2019, notamment pour le salon Rent, hein, le salon de l'immobilier qui avait lieu dans les belles années à la Porte de Versailles, qui a indiqué très clairement que lorsque l'on fait de la recherche de locataires jusqu'à la signature du bail et finalisé par l'état des lieux d'entrée, on y consacre 5 jours. 5 jours. Donc, ce qui est quand même considérable. Et il faut quand même avoir ça aussi en tête et de pouvoir aussi l'appliquer en fonction de si c'est une activité professionnelle ou si on fait de l'immobilier en sus de son activité salariale ou autre. Ok, très bien. Olivier, pour toi qui as plutôt choisi le mode agence, hein, quels sont les intérêts que tu y trouves et les limites éventuellement que tu y trouves? Alors, on va commencer juste par tu parlais des problèmes qu'on peut rencontrer. Oui, les hits que tu as pu prendre. Ouais. Oui, alors plein. Hein. J'ai quand même eu un incendie. Donc, voilà, quand on découvre une fois que l'incendie est éteint et que l'assureur vient et qu'il découvre qu'en fait, on a seulement 70% de l'immeuble qui est couvert, parce que quand on a pris la garantie, il y a eu une erreur sur la mesure de l'immeuble. Voilà, des choses comme ça. Et puis évidemment, la vacance locative, quand on choisit une ville secondaire avec une demande locative qui est plus faible que dans une ville où il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, on peut avoir de la vacance locative. Donc ça arrive et il faut pouvoir tenir le temps de retrouver un locataire. Est-ce que tu peux l'évaluer, cette vacance locative? Moi, j'ai eu une stat, c'était en moyenne 40-41 jours de vacances locatives entre deux preneurs. Est-ce que est-ce que sur une ville moyenne, on est sur les mêmes délais? Alors, honnêtement, je pense que c'est vraiment compliqué à dire parce que moi, je prends les deux marchés que je connais. Ça va être Bordeaux où la vacance locative, elle est quasiment nulle. Hein, on parle de 10-15 jours maximum. Alors, je parle encore près 2020. Hein, 2021, c'est un peu différent. Il n'y a pas d'étudiants, etc. Mais pré-Covid, on va dire, sur Bordeaux, la vacance locative, un bien qui ne se loue pas sur Bordeaux, c'est que soit il est beaucoup, beaucoup trop cher, soit il est vraiment en très mauvais état et personne n'en veut. Mais au-delà de ça, sinon, c'est loué. Sur une ville comme Langon, on peut passer 3 mois à chercher le bon locataire. Donc voilà. Et après, ce que je constate aussi, c'est que finalement, c'est des appartements que j'ai rénovés et qu'une fois rénovés entièrement, on les loue quand même plus vite. Donc il y a ça à prendre en compte aussi. Hein, la vacance locative, c'est quand même toujours une mesure aussi de l'attractivité du logement qu'on a. Donc ça, c'est pour les problèmes qu'on peut rencontrer. Le problème qu'on rencontre aussi, il ne faut pas le minimiser, c'est le locataire qui reste longtemps, ou pas longtemps d'ailleurs, et qui vous rend l'appartement ruiné. Voilà, c'est quand même un classique hein, de la vie du propriétaire bailleur. Là encore, quand il faut récupérer un appartement qui fait 30 mètres carrés et qui a 25 000 € de travaux, ça arrive régulièrement. C'est pas, donc, voilà, juste ça, pour moi, c'est important de savoir, avant de se lancer dans ce genre d'entreprise, de savoir à quoi on peut être exposé. Et ça, moi, c'est des choses qui me sont arrivées régulièrement. Là encore, je mets ça en parallèle avec un immeuble qui, au départ, affichait une rentabilité forte. Okay. Mais forcément, qui dit rentabilité forte dit risque plus élevé. Et donc, forcément, le corollaire, c'est qu'on a plus de problèmes. Voilà, ça, c'est pour la partie des problèmes qu'on rencontre. Pour la partie, alors moi, je fais le choix alors j'ai géré cet immeuble en direct pendant une partie et ensuite j'ai eu une activité d'administrateur de biens et agent immobilier. Donc j'ai confié la gestion de mes biens du coup à un professionnel. Et pour moi, c'est quelque chose que je trouve quand même assez rentable et efficace puisque les coûts de l'agent immobilier sont quand même déductibles hein, des revenus fonciers ou du réel de l'impôt. Enfin, globalement, c'est déductible. Donc, ça en minimise quand même pas mal le coût. Et après, moi, c'est un choix. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de passer du temps à rédiger des baux, par exemple. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon hyper professionnelle, puisque sinon, on ouvre en fait quand même des risques on ouvre la porte à des risques importants. Un bail mal rédigé qui serait annulé devant un juge sur un locataire qui est en place depuis 3 ou 4 ans, ça peut quand même engendrer quelques complications qui peuvent être coûteuses. Donc ça, c'est devenu quand même beaucoup de paperasserie. Hein, je pense que Corinne me confirmera. C'est beaucoup de paperasserie et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire et que je trouve plus efficace de confier à un tiers.
Et pareil, le temps que tu consacres, Olivier, à la gestion de tes biens délégués, elle est quand même pas nulle. Ce temps n'est pas nul. Alors, elle est pas nulle. Elle est pas nulle. Alors, ça dépend aussi un peu. Alors, c'est-à-dire que moi, dans ce que je délègue, je gère vraiment tout l'administratif et tout ce qui est paperasserie. Après, sur la partie travaux, c'est quelque chose que j'aime bien gérer moi. Puisque quand il y a des travaux à faire, ça peut aussi être l'occasion de faire des travaux plus importants ou de modifier le bien ou d'intervenir plus lourdement sur l'immeuble. Et ça, je préfère que ce soit moi qui aille voir sur place, qui rencontre les artisans, qui prenne les décisions. Et voilà. Donc, je reprends la main sur la partie gestion des travaux, sauf si c'est quelque chose de vraiment banal, changer un chauffe-eau ou des choses comme ça, auquel cas je laisse faire la gestionnaire qui fait ça très bien. Mais si c'est des travaux un peu plus compliqués ou importants ou impactants, à ce moment-là, je reprends la main. Mais sur cette partie-là, sinon voilà, j'y consacre pas beaucoup de temps. Très bien. Donc, si on résume rapidement, tous les deux, vous êtes plutôt centre-ville, grande métropole ou ville moyenne, ou les deux. Vous êtes plutôt ancien, ça veut dire, et vous avez tous les deux pris parti d'avoir un financement total par la banque. Ça répond à la question de Gérard sur oui, vous confirmez que faire un levier total sur la capacité de financement par la banque est la meilleure solution. OK. Alors, oui. Dans certains cas, parce que la limite de l'exercice de l'endettement, c'est la trésorerie. Hein. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose. Si je ne me trompe pas, Corinne, vous avez chacun trouvé du rendement. Olivier par la localisation, Corinne par le mode de location. Parce que, évidemment, le co-living et la location meublée offrent des rendements qui sont supérieurs à la location nue d'Olivier. Donc, vous avez chacun trouvé votre voie, l'un par la technique utilisée et l'autre par la localisation. Tout à fait. Et sachant aussi qu'au début, moi, lorsque j'ai commencé ces investissements, j'ai vendu aussi quelques lots pour me permettre d'avoir une trésorerie qui puisse me laisser aussi libre cours à d'autres achats où je devrais faire aussi un effort financier peut-être mensuel, où j'ai une rentabilité moins importante que je l'aurais souhaité, etc. Donc les choses se font aussi petit à petit. Évidemment, je n'ai pas été faire des investissements conséquents dès le début, juste avec la banque. Hein. J'ai fait des petits investissements et petit à petit, j'ai vendu quelques lots, je me suis fait une trésorerie et maintenant, ça me permet aussi d'avoir cette sécurité financière que je n'aurais pas eue au début si je n'avais pas fait ces ventes non plus. Hein. Ok, donc là, on est en train de doucement glisser vers la partie finance en rentabilité, tant mieux. Ça nous amène à la deuxième partie de cet événement, donc côté finance. On a déjà abordé le véhicule qui vous permettait de détenir ces biens. Vous êtes tous les deux, je crois, sur en fait un portefeuille de véhicules, c'est-à-dire SCI, SARL en direct pour ces détentions. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler rapidement, Corinne et Olivier? Comment est-ce que vous détenez aujourd'hui ces biens? Via quel type de structure? Alors, je commence, Olivier. Je vois que ton micro est fermé. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque j'ai commencé, j'ai acheté en nom propre. Pourquoi? Parce que finalement, j'y connaissais pas grand-chose et que j'ai fait ça un peu avec les informations que je détenais à l'époque. Petit à petit, alors sans vouloir te contrarier, Christophe, je ne fais pas que du logement meublé. On a créé une SCI. Donc, lorsque j'ai commencé à faire donc, de l'investissement immobilier nu, une SCI donc à l'IR. Et je vous rappelle que SCI à l'IR, il est interdit de faire du meublé. Donc cette SCI à l'IR, pourquoi? Parce qu'on a 3 enfants et qu'on a probablement anticipé une éventuelle transmission dans les années à venir. D'où cette enveloppe en fait société civile immobilière. Ensuite, on a créé donc une autre structure qui est le loueur meublé non professionnel, dans lequel je loge donc plutôt des appartements de type 3, pareil en co-living, hein, donc c'est de la colocation, mais chacun a un bail en fait unipersonnel, donc il n'y a pas de solidarité financière, notamment entre les garants, donc ça c'est très important, ça plaît beaucoup aussi.
et donc les co-living, les maisons où il fait bon vivre ensemble. Donc ça, c'est le loueur meublé non professionnel. Et ensuite, une SARL, donc ça, c'est des choix stratégiques de notre part. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails fiscaux, juridiques, etc. Mais c'est un autre choix stratégique, SARL, dans laquelle on a à nouveau du meublé et une activité conseil qui, elle, est gérée par mon mari. Alors, pour ma part, je ne sais pas si vous m'entendez, pour ma part, moi, j'ai fait le choix, alors c'est important à voir, moi j'ai fait le choix en 2002 quand j'ai acheté le premier immeuble de choisir finalement la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Bon, c'est un choix qui peut être discuté, mais après, là encore, ça dépend chacun un peu de ses objectifs. Moi, l'objectif, clairement, c'était de me constituer des flux de revenus et pas forcément d'acheter des biens pour les revendre plus tard. Donc, la problématique de l'imposition sur la plus-value, si c'est un bien qu'on ne vend jamais, eh ben, elle ne se pose pas. Donc voilà. Donc moi, les biens, je les détiens au travers de SCI qui sont elles-mêmes détenues par une holding. Et la holding est à l'impôt société. Voilà. Après, la vraie question qui se pose, c'est une seule SCI avec tous les biens dedans ou une SCI par bien. Donc là encore, c'est un débat qui peut être long. Moi, j'ai choisi, en fait, c'est un peu mix, c'est-à-dire que j'ai une SCI qui est un peu fourre-tout, dans lequel j'ai plusieurs biens et j'ai pour des biens qui sont un peu plus conséquents, à ce moment-là, une seule structure, ce qui peut permettre éventuellement, si on voulait la revendre, de ne revendre que les parts de celle-là plutôt que d'aller vendre l'immeuble lui-même. Voilà. Donc c'est un mixte un peu de plusieurs biens dans une SCI ou une SCI par bien, j'ai les deux. Mais par contre, pour moi, le choix, ça a été tout à l'IS plutôt que de partir sur le revenu foncier. OK. Et du coup, quand vous pilotez vos rendements, quand vous mesurez vos indicateurs de performance, vous le faites à quel niveau d'agrégation? Est-ce que c'est bien par bien, lot par lot, structure SCI par SCI? Comment est-ce que vous analysez vos performances, je dirais, les performances financières? Alors, je vais t'avouer que je ne le mesure pas. Oh là là, bon, OK. Non, je ne le mesure pas. En fait, moi, moi, l'indicateur que je regarde, finalement, c'est la vacance locative. C'est-à-dire que je mesure la performance quand j'achète le bien. Je prête une grande attention à ce que ce soit un bien qui soit rentable. Une fois que je l'ai mesuré au départ et qu'il est loué, dans la mesure où le montant des loyers ne baisse pas, je considère que l'objectif est atteint et que la rentabilité est toujours là. Évidemment, ça serait peut-être plus fin et plus malin de le remesurer par rapport à la valeur du bien. Mais ça veut dire qu'il faut l'estimer. Et voilà, bon. Donc non, moi je ne le mesure pas, je surveille juste que je n'ai pas de vacances locatives en fait. Voilà, et donc, vacances locatives, il y a aussi les fameux hits dont on a parlé. Je pense qu'un incendie peut affecter un petit peu parfois la valeur d'un bien, j'imagine. Et pour toi, Corinne? Alors, moi, comment je fais? Eh bien, je dispose d'un très bel outil qui s'appelle le tableur Excel, mais aussi dynamique qu'il puisse être et aussi croisé. Je n'arrive pas à avoir l'analyse fine que je souhaiterais avoir. C'est-à-dire que tous les mois, début de mois, je vais évidemment vérifier que mes loyers sont tombés, parce que c'est quand même le nerf de la guerre quand on est investisseur immobilier. Après, je regarde bien par bien. Je vais remplir donc toutes les petites cases, bien par bien, etc. Au fur et à mesure des éléments, s'il y a des travaux et autres, je vais également annoter ces différents points. Mais finalement, je vois bien cette récurrence que j'ai toujours, de toujours devoir alimenter moi mes tableaux avec d'autres petits tableaux que j'ai sur le côté où je vais piocher telle et telle et telle information. Évidemment, mon rêve, ce serait que mon tableau soit intelligent et qu'il me sorte des formules magnifiques que je ne suis pas, moi, capable de réaliser. Et malheureusement, ça reste quand même assez restreint.
même si j'ai déjà un premier niveau d'information, hein, mais il n'y a que moi qui vais décider en fait du niveau d'information que je veux. Je n'ai pas de, ça reste quand même sommaire, hein, si tu veux. Super, donc on y travaille, on n'en dit pas plus, mais on y travaille. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs le travail de l'expert comptable? Parce que d'une part, il y a effectivement ce calcul de rentabilité qui peut nous aider, à piloter, à prendre des bonnes décisions, mais à la fin de l'année, qu'on y passe du temps ou pas, il y a quand même un événement qui tombe, c'est la déclaration fiscale. Alors cette déclaration fiscale, comment est-ce que vous êtes accompagné pour la faire? Combien de temps est-ce que ça vous consomme? Est-ce que ça vous coûte beaucoup d'argent? Et est-ce que vous êtes satisfait par le type de service que proposent aujourd'hui les cabinets comptables, souvent spécialistes en immobilier ou parfois généralistes? Corinne, je crois que toi, tu prends un spécialiste, il me semble. Oui, alors je prends un spécialiste. Pourquoi? Parce que on souhaite vraiment avoir une sécurité aussi financière et fiscale. C'est-à-dire que quand on fait de l'immobilier, il faut le faire aussi de façon sérieuse. Comme on est sérieux dans les travaux pour faire des biens de qualité, il faut aussi, en finale, chaque année, avoir ce même sérieux donc comment dire, dans les déclarations fiscales. La déclaration fiscale en tant que telle, je ne trouve pas ça très compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui, elle est en ligne, donc ce n'est pas très, très compliqué. C'est plutôt tout le travail qui est en amont. Si je prends moi qui aime les travaux, si je prends un petit comparatif, mon peintre, quand il va me faire un mur tout propre, tout beau, avec une très jolie peinture, ça, c'est le résultat, ça, c'est la déclaration fiscale. D'accord? Par contre, en amont, il aura enduit pendant des heures, il aura poncé pendant des heures, il aura fait un séchage, etc., etc. Moi, je vis ça au quotidien dans mon activité, c'est-à-dire qu'une fois que moi, j'ai eu déjà tout ce temps chronophage de consacrer et qui n'est pas non plus super glamour, hein, d'aller rentrer des chiffres dans des cases, c'est chronophage et c'est pas non plus très très intéressant d'aller mettre que le loyer d'un tel est arrivé dans la bonne case. Moi, j'ai toute cette partie-là à faire et ensuite, avec mon expert comptable qui, lui, a développé différentes e-plateformes par structure, donc pour la SARL, pour le loueur meublé professionnel, pour la SCI, j'ai une plateforme dédiée dans laquelle je dois aller à nouveau quotidiennement, hebdomadairement, donner des informations. Donc, en gros, je dédouble mon travail. Je le fais parce que je dois le faire et que je dois avoir toute cette richesse d'informations à donner à mon expert comptable. C'est obligatoire pour arriver à cette fameuse déclaration fiscale. Néanmoins, ça ne fait que doubler le travail que j'ai au quotidien. Et du côté d'Olivier, comment ça se passe? La compta, la prépa de la déclaration fiscale? Alors, pour ma part, donc moi, je confie tout à l'expert comptable. Donc, bon, il récupère une partie des éléments directement auprès de l'agence immobilière qui gère. Il reste quand même néanmoins ce moment qui est toujours compliqué dans la relation avec l'expert comptable, c'est l'envoi des documents. Donc, je lui envoie, il me renvoie une liste de ce qui manque, je lui renvoie, et voilà, donc on fait des échanges terribles sur des plateformes de téléchargement de documents. Et alors ça, moi, passer du temps à scanner des documents et les envoyer, c'est quelque chose qui m'attriste d'utiliser mon temps comme ça. Voilà. Au-delà de ça, le reste, c'est lui qui le fait et voilà, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Il reste que ça a quand même un coût qui est important et ça me ramène à ce que je disais avant de est-ce qu'on choisit une seule structure pour détenir tous les biens ou est-ce que j'en choisis plusieurs? Globalement, j'ai regardé là, avant de vous parler, ça me coûte 1 100 € par an par structure. S'il n'y a qu'un bien dedans, ça coûte cher. Voilà. Donc, quand il y en a plusieurs, et ça vient alimenter ce débat, et c'est un peu dommage parce que ça serait peut-être plus efficace d'avoir une structure par bien, mais il y a quand même ce coût comptable qui fait que économiquement, ce n'est pas forcément intelligent. Voilà. Et ce coût comptable, du coup, est-ce qu'il est intégré au rendement? Parce que quand on se dit qu'on arrive à 12% par exemple en 2002, peut-être qu'on n'est pas sur ces mêmes montants aujourd'hui, mais est-ce qu'on a bien noté les coûts de comptabilité, d'assurance, etc. Tu avais fait l'exercice ou pas?
Non, non, alors en fait, après, c'est toujours pareil, hein, les rendements, c'est une question de comparaison. Donc, moi, je fais des choses simples. Quand je vous parle de 12%, c'est le montant des loyers divisé par le prix du bien. Donc, le Terminé. brut, Donc, brut, 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 comme on dit. le brut, 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 voilà, mais qui me permet de comparer avec le bien qui est à côté, où j'ai les informations pour faire une rentabilité brut, 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 brut. Voilà. Donc, je ne rentre pas forcément dans le détail, puisqu'après, le reste, ça va quand même être, que ce soit un bien ou un autre, ça sera quand même un peu la même chose, si ce n'est pour ce qui est des travaux. Mais voilà. Donc non, le coût, il n'est pas pris en compte dans le rendement de départ. Ok, super clair pour ça, merci beaucoup. Je me permets de rajouter quelque chose, Christophe, excuse-moi. Tout comme Olivier, moi également, la rentabilité, elle est brute et elle ne tient pas compte de l'information des charges que l'on a envers le comptable. Et pour ma part, moi, j'ai vraiment une cartographie précise des coûts par bien et elle est de 500 € par an par bien. Si, du fait que je délègue tout cela à mon expert comptable. Donc ça, c'est le coût de comptabilité que tu évalues à 500 € par bien par an. Tout à fait. Ok, d'accord. Alors, on a fait un petit article sur ce qu'on appelle les coûts cachés supportés par le bailleur, qui en fait liste tous ces éléments-là et il nous donne des petites voies d'optimisation éventuelles pour ces sujets. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. On pourra faire un thème sur ce sujet-là, l'optimisation. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre prochain webinaire sur le vide et sur le meublé. Ça veut dire que si on liste les grands irritants que vous dites, tiens, ça, c'est quand même des choses qu'on fait mais qu'on aimerait bien changer. J'ai bien noté la partie comptabilité pour vous deux, qui je pense était un point commun où la préparation comptable et son coût associé reste un élément qu'on doit peut-être retravailler. J'ai aussi noté la question d'assurance que tu as mentionné, Olivier, en disant on s'est rendu compte que l'immeuble était assuré pas totalement. Donc, ça veut dire que finalement, il y a peut-être des décisions, des périmètres d'assurance qui ont été à un moment pas optimales et qui ont eu des conséquences. C'est bien ça? Oui, alors, oui, la souscription du contrat d'assurance avait été mal faite, puisque l'assurance était déplacée, mais avait mal mesuré l'immeuble, et donc la surface était erronée. Alors, il n'y a pas eu de conséquences financières pour moi, puisque l'assureur a activé sa responsabilité civile, et c'est l'assurance responsabilité civile de l'assureur qui a pris en charge la différence de surface. Mais enfin, c'est quand même une mauvaise surprise quand on vient de vous annoncer que l'immeuble a brûlé et qu'on vous annonce derrière qu'il est mal assuré. C'est quand même un peu c'est pas confortable, quoi. Okay. Donc l'assurance, oui, et l'assurance, et c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut vraiment pas négliger et qui est souvent négligé parce qu'on a l'impression qu'une assurance en vaut une autre. Mais la souscription doit être bien faite, les garanties qui sont prévues au contrat doivent être bien vérifiées et choisies. Et souvent, c'est vrai que c'est un peu souscrit à la sauvette et c'est quelque chose qu'il faut soigner pour moi. Alors, merci Olivier. C'est là que j'allais vous amener vers l'assurance, de manière maligne. On compte pour chaque bien en location 5 produits d'assurance. Il y a la multirisque habitation, souvent prise par le locataire. Il y a la garantie loyer impayé, parfois. Il y a la propriétaire non occupant, souvent, mais souvent encore pas suffisamment. Il y a la protection juridique et il y a aussi l'assurance liée au crédit qu'on appelle l'assurance emprunteur. Donc, ces 5 assurances, elles sont souvent souscrites au début de l'investissement. En général, on ne fait plus attention. Donc, les prix augmentent. On a mesuré, c'est plus 11% sur ces 5 dernières années. Comment est-ce que vous avez choisi les assurances que vous avez voulu prendre? C'est-à-dire, est-ce que vous avez décidé ou pas de prendre une GLI, de prendre une PNO? Est-ce que vous décidez de prendre l'habitation pour le compte de votre preneur? Ou est-ce que vous lui laissez le choix dans son assurance, mais que vous demandez bien le justificatif? C'est des choses qu'on voit aussi souvent un petit peu en loupé qui peuvent empêcher de dormir certains. Je réponds parce que j'ai mon micro ouvert. Pour ma part, alors l'assurance, la multirisque habitation, globalement, moi je laisse le locataire la souscrire et mon gestionnaire vérifie lui qu'on a bien le justificatif tous les ans. Ensuite, la PNO, ça pour moi, c'est alors évidemment en copropriété aujourd'hui c'est obligatoire, mais en monopropriété ça me paraît obligatoire aussi. C'est quelque chose à soigner, ce que je vous disais par rapport à la mésaventure qui a pu m'arriver moi.
Donc, c'est quelque chose où il faut lire les contrats, regarder les garanties, en discuter avec l'assureur, le faire se déplacer, parce que souvent, il ne veut pas se déplacer, pour s'assurer que votre bien est quand même correctement assuré. Alors, pendant que tu réponds, Olivier, si vous Ouais. voulez, dans l'audience, nous dire si vous avez choisi ou pas de prendre une PNO, de prendre une GLI, la raison qui vous a poussé à faire ce choix, n'hésitez pas à partager. Hein. C'est les choses qu'on va après, bien sûr, diffuser à l'ensemble de l'audience. Vas-y, je te laisse continuer, Olivier, pardon. Ok, pas de souci. Et après, il y a le sujet de la GLI, donc la garantie des loyers impayés. Alors, que je n'ai pas souscrit pendant une période, et puis maintenant que financièrement, c'est un peu plus de marge, hein, puisque une partie des biens sont payés, je la souscris assez systématiquement. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est croire que je souscris une GLI, donc je bâcle le choix de mon locataire. Hein, c'est tout l'inverse. Pour moi, il faut choisir un bon locataire. Ça, c'est sûrement la chose la plus importante dans ce genre de projet. Mais ça n'empêche pas de le couvrir par une GLI. Donc, pareil, moi, je trouve le coût pas forcément exorbitant une fois qu'on l'a retraité de l'impact de l'impôt dessus. Sachant qu'un sinistre loyer impayé, hein, pour sortir un locataire, c'est 2 ans. Donc 2 ans, ça peut coûter cher. Et s'il y a de la dégradation en plus, ça peut, voilà, c'est des dossiers qui peuvent coûter très cher. Moi, je trouve que le coût de la GLI, aujourd'hui, vu que j'ai un peu la trésorerie pour le faire, je le prends systématiquement. Voilà, ça me garantit un peu de ces accidents-là. Après, c'est quelque chose aussi à raisonner en fonction, je dirais, un peu quand même de ses moyens financiers. Voilà, si c'est un sujet qui est très tendu, peut-être qu'il ne faut pas la souscrire, on n'en sait rien. Mais, et après, à raisonner en termes de risque. Si j'ai 10 appartements avec un loyer de 300 €, peut-être que je peux prendre le risque de ne pas souscrire de GLI. Si j'ai un appartement avec un loyer de 3 000, peut-être que je ne peux pas m'en passer. Voilà. Donc, mais pour ma part, moi, aujourd'hui, je la souscris. Ouais. Et pour toi, Corinne? Alors, donc il y a 4 points d'assurance. Alors, la GLI, pour rebondir sur ce que tu as dit, Olivier, moi, je trouve qu'elle a un coût. Pour ma part, dans ma stratégie patrimoniale, je réduis les coûts. Donc, je ne la prends pas. Et pour pallier aux éventuels sinistres de manquement de paiement des loyers, je ferre un peu les choses. Déjà en amont, je fais vraiment des rénovations de qualité, de façon à aussi avoir un public de qualité. Et lorsque je choisis les locataires, c'est garant obligatoire. Ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être un oncle, etc. Mais cautionnaire obligatoire. Et en fait, mes cautionnaires, c'est ma fameuse GLI, garantie des loyers impayés. Voilà, ça, c'est pour la GLI. Ensuite, pour les assurances, la responsabilité civile locative, je la demande systématiquement aux locataires. C'est obligatoire. Hein. S'il y a un dommage causé à l'intérieur de l'appartement, en vide, en plus, hein, en vide, puisqu'il y a des conventions qui sont différentes, mais en vide, c'est vraiment très important, puisque tout ce qui est incendie, vol, dégâts des eaux, bris de glace, etc., c'est la RC locative du locataire qui est mise en jeu par le contrat d'assurance. La petite difficulté, il faut que tous les ans, je me mette une petite alerte à des dates évidemment de baux différents pour savoir si mon locataire a bien joint son attestation d'RC locative. Donc ça, c'est un petit peu lourd également, mais c'est à faire. C'est le locataire qui choisit sa garantie ou sa compagnie d'assurance et je ne le fais pas pour le compte d'eux, hein, pour répondre aussi à ta question. Ensuite, PNO, propriétaire non occupant. Évidemment, là, c'est l'ancien assureur qui vous parle, obligatoire. Il y a eu un gros sinistre que tout le monde a connu les dernières années, qui était à Toulouse, hein, quand il y a eu cette grosse explosion sur Toulouse, où un grand nombre d'habitations a été soufflé. Et les experts qui avaient en charge le dossier ont été également soufflés, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'à peine 30% des propriétaires occupants ou non occupants qui avaient une assurance multirisque habitation. Donc évidemment, la garantie propriétaire non occupant est obligatoire. Ça vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez retenir aujourd'hui sur ce point-là, c'est vraiment celui-là qui est très important.
Et enfin, on avait émis aussi la protection juridique. Alors, c'est un mot un peu barbare. Et d'ailleurs, les assurances, c'est toujours un peu barbare. C'est compliqué. Mais comme j'ai créé… Comment ? C'est vous qui étiez assuré. Voilà, ça me donne un petit avantage dans la compréhension de ce point, mais qui est également très important quand on est en copropriété. C'est-à-dire que si on a un sinistre qui touche à la fois une partie privative d'un appartement, j'ai par exemple un problème de canalisation dans mon appartement et qui va toucher également les parties communes, donc ce sera la compagnie d'assurance de la copropriété, de l'immeuble. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais la protection juridique est très, très importante. Donc, en fait, moi, pour toutes les structures que j'ai, non seulement j'ai une PNO par produit locatif, et en plus, qui globalise toutes les structures, j'ai une protection juridique que je paye environ 350 € par an. Alors, c'est vrai que c'est un coût, mais moi, je pars du principe que quand on s'assure pour un gros dommage. S'il y a un petit problème, un ballon d'eau chaude qui explose, il y a un peu d'eau, etc., oui, il peut y avoir 1 000, 1 500 € comment dire, de réparation, mais ce n'est pas ça qui va réellement remettre en cause l'investissement que l'on aura fait. Par contre, s'il y a un gros sinistre, comme tu disais, Olivier, type incendie, type destruction totale d'un immeuble, là, effectivement, vaut mieux avoir toutes les garanties en poche. Effectivement, la dernière stat que moi j'avais vue, c'était en 2017, je crois, le taux d'équipement en PNO des propriétaires était de 20% seulement. Donc, ça veut dire 4 sur 5 n'en ont pas. C'est maintenant obligatoire en copropriété. C'est bien ça? Ça ne l'est pas pour les logements individuels? Non. Ça devrait le devenir assez rapidement parce que c'est une énormité de ne pas avoir de PNO quand on est investisseur. Et pour un appartement, une PNO, je crois qu'on est autour de entre 5 et 8 € par mois. Hein. Donc, c'est quand même des montants qui sont… par an. Voilà. Et pour couvrir un risque qui est potentiellement sans limite. Hein. Tout à fait. Alors, très bien, merci pour ces éléments. On va pouvoir maintenant prendre les questions qui ont été partagées sur le chat. Donc, je vais repérer une qui m'a beaucoup plu, c'est la fameuse question, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? C'est quoi le stress où vous vous dites oh, si j'ai raté ça? Je me souviens d'Olivier m'avait parlé d'un petit réveil en sursaut de 6 mois à peu près sur un sujet bien précis. Est-ce que, réfléchissez chacun à ce type de réveil en sursaut que vous pouvez avoir, mais qu'est-ce qui vous empêche de dormir quand on fait comme ça de l'investissement immobilier locatif? Alors, Olivier, je crois qu'il s'agissait de loyer conventionné, pour mémoire. Ah oui. oui, le loyer conventionné. Alors, c'est vrai que juste en 2 mots, il m'est arrivé justement pour rénover des appartements qui étaient vétustes d'avoir à signer des conventions avec notamment l'ANA. Et ça peut être c'est une aide qui est assez importante pour rénover des appartements. Quand on fait ça, donc on touche une subvention pour couvrir une partie des travaux et en contrepartie, on s'engage à louer le bien avec un loyer modéré pendant une certaine durée. Alors, c'était 9 ans, maintenant c'est 13 ans, il me semble. Voilà. Ce qu'il ne faut juste pas oublier, c'est que la convention, généralement, alors là encore, il faut les lire, chacune est différente, mais parfois les conventions prévoient un renouvellement tacite si elles ne sont pas dénoncées. Donc, si vous ratez la dénonciation de la convention, vous êtes reparti pour 13 ans de loyer modéré, ça change complètement la donne de votre investissement. Donc, voilà, oui, ça, il m'est arrivé de me réveiller en sursaut en me disant et se souvenir qu'il faut dénoncer quelque chose dans 13 ans, on a beau le mettre dans un agenda, généralement, l'agenda, ce n'est plus le même quand on arrive aux 13 ans et on perd l'information facilement. Donc ça, oui, pour moi, c'est source de réveil en sursaut en me disant « mais quand est-ce que c'est qu'il faut dénoncer cette convention ?» Et pour toi, Corinne, est-ce qu'il y a des irritants, des choses alors soit qui t'empêchent de dormir, hein, graves comme celle-ci, ou Toi, tu m'avais raconté une anecdote que je trouvais amusante, c'était la vérification des loyers payés. Donc, le premier, on va voir sur le compte bancaire s'ils sont arrivés, et puis on va voir le 2, et puis on va voir le 3, et puis le 4, et puis le 5, et puis le 6, comme ça jusqu'au 12, 15 pour les derniers. Tout à fait. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu de comment est-ce que Ça fait 20 ans que je le fais.
Donc, je le fais très bien. Mais c'est frustrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, toutes ces récurrences de toujours aller faire des vérifications juste pour vérifier, alors que si j'avais un outil qui le faisait à ma place, ça me ferait un gain de temps terrible. Donc ça, c'est vraiment irritant pour moi. Le truc qui ne me ferait pas dormir, si je peux donner un conseil, c'est vraiment, Olivier, tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est de faire très, très attention sur les candidats à la location, de prendre du temps. Moi, je compare souvent ça à un entretien RH. Il faut vraiment discuter, voir un peu la personne qui est en face, de comprendre aussi ses souhaits. Est-ce que la personne veut rester sur un court terme, un long terme, par rapport aussi à la stratégie que nous, on a? Est-ce qu'on aura le temps de relouer cet appartement dans 6 mois ou pas? Ou est-ce qu'on veut, etc. Donc, je pense que moi, ce qui pourrait me réveiller la nuit, c'est ça. De faire un très, très bon choix, de prendre le temps de bien choisir son locataire, quitte à avoir une vacance locative de 1 semaine, 15 jours, sachant que moi, je n'ai jamais eu plus de 3 jours de vacances locatives à Nantes. Donc, 3 jours. ouais. Okay. Plutôt pointu, effectivement, dans la gestion au pointu, et il y a une demande très forte. Donc, j'encourage aussi les personnes qui veulent faire du patrimoine immobilier, dès lors qu'on fait les choses proprement, élégamment, et qu'on respecte aussi les demandes des locataires, ça se passe vraiment très, très bien. Ok, très bien. On a quelques questions par rapport à la GLI, par rapport à la caution. Donc, on sait que caution et GLI ne sont pas superposables, hein. Tu nous en dis un petit mot, Jean-Marc? Oui, donc depuis quelques années maintenant, il faut choisir en fait la garantie que l'on prend, sauf quelques cas particuliers comme les étudiants où on peut les cumuler par exemple, mais sinon il faut choisir. En effet, il y a 3 grands types de garanties contre les impayés. L'assurance GLI, garantie contre les loyers impayés, il y a une multitude de compagnies d'assurance qui font ça, ça coûte entre 2 et 3% globalement. Effectivement déductible, donc ça veut dire que globalement on peut en retirer à peu près la moitié selon sa tranche marginale d'imposition. Et globalement, pour faire simple, ça coûte à peu près la moitié du prix facial. C'est plutôt efficace, sous réserve de bien inscrire son contrat, de bien respecter les termes du contrat, d'avoir un bon suivi sur notamment le déclenchement du contentieux, de ne pas passer à travers. Donc ça demande, c'est vrai, une gestion assez rigoureuse de la chose. Mais finalement, comme toutes les assurances, puisqu'il y a une garantie, il y avait une question également sur Visal que je trouve intéressante. La garantie Visal est particulièrement intéressante pour des candidats qui ne sont pas éligibles à la GLI, par exemple. Et puis, alors après, il y a tout un tas d'autres garanties, notamment pour les intérimaires, pour certaines corporations particulières, qui sont des GLI, enfin des variantes de GLI. Et puis, il y a la caution personnelle donc, que l'on demande, que Corinne utilise pour ses locataires, et qui est un engagement de quelqu'un en faveur de votre locataire. Pour avoir expérimenté depuis une grosse trentaine d'années beaucoup de contentieux dans beaucoup de cas, je dois dire qu'un contentieux avec une GLI, c'est quand on a bien respecté les termes du contrat, très simple, ça fonctionne très bien. Visal, ça fonctionne très bien quand on a respecté également les termes du contrat. Pour une caution, si la caution ne veut pas payer, le process est le même que pour faire payer un locataire. Donc, ça veut dire potentiellement 2 ans, ça veut dire une procédure d'expulsion en parallèle de la procédure d'exécution de la caution. Donc, on peut s'embarquer quand même dans des choses un petit peu plus compliquées et qui sont, pour le coup, à votre charge. Puisque si vous avez un locataire qui ne vous paye pas, que vous avez une GLI, c'est la GLI qui s'occupe du contentieux et qui paye le contentieux. Si vous avez une caution, c'est à votre charge. Voilà, donc rien de particulier. Sinon, il faut avoir ça en main, il faut avoir ça en tête avant de choisir. Alors, merci Jean-Marc, ça répond d'ailleurs à quelques questions qui nous sont apportées. Est-ce que vous, Corinne et Olivier, vous avez dû exercer la GLI ou la caution lors de vos expériences passées? Oui, alors moi, juste pour rebondir un peu sur ce que disait Jean-Marc, moi j'ai fait un peu les deux. J'ai eu une période où je faisais que des cautions et puis après, et puis maintenant GLI. Alors certes, la caution c'est moins cher, mais c'est pour moi moins performant que la GLI. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est ce que disait Jean-Marc, c'est-à-dire que si la caution ne veut pas payer, eh bien, il faut démarrer une procédure que les juges vont juger en fonction du reste à vivre du cautionnaire. Donc, s'il n'a pas suffisamment pour payer, ben, il ne payera pas.
Et voilà. Et alors moi, j'ai jamais été jusqu'à ce truc-là, mais ne serait-ce que l'expérience que j'ai pu avoir, on a essayé d'activer des cautions, c'est quand même pas simple. Déjà, il faut, comment dire, ça demande une rigueur formelle extrême, hein, parce que s'il manque une virgule dans le texte, la caution ne vaut rien. Et rédiger des documents formels, c'est pas facile. Les faire signer à la bonne personne, c'est pas facile. Donc moi, j'ai eu le cas où la personne qui avait signé le document prétextait que ce n'était pas elle qui l'avait signé. Et ben voilà, rien que ça, déjà, c'est un écueil majeur. Il faut saisir le juge pour aller plus loin. Donc caution, enfin, entre rien et la caution, bien sûr, il faut prendre la caution. Corinne, elle, prend un soin extrême à choisir ses locataires et fournit des appartements de très bonne qualité. Donc, je pense que c'est vraiment grâce à ça qu'elle arrive à éliminer ce type de problème. En tout cas, elle les minimise. Voilà. Mais après, entre GLI et caution, pour moi, c'est quand même pas la même qualité de couverture. Voilà. Mais c'est pas le même prix non plus. On est bien d'accord. Ok. Jean-Marc, je crois que tu avais un exemple assez frappant, je trouve, sur la caution, sur la GLI, où en fait, lorsqu'on veut déclencher un contentieux de GLI, il y a tout un formalisme à respecter, ou tout simplement, sinon la GLI tombe, et donc on se retrouve sans assurance alors qu'on l'a pourtant payé. Oui, je rajoute par-dessus Olivier qu'il y a aussi un formalisme très important à respecter quand on fait de la GLI. Alors, quand on passe par l'intermédiaire d'une agence, c'est l'agence qui le gère, donc en général, il ne passe pas à travers. En revanche, quand on gère soi-même, il faut vraiment d'abord bien enregistrer son contrat. Certaines GLI ne valident pas en fait les documents fournis par le locataire. Donc, on déclare simplement qu'on a bien les documents et que les documents respectent les termes du contrat. Il faut bien le vérifier dans ce cas-là, parce que la première de toutes les démarches, si on a un contentieux, c'est l'assureur qui va demander la copie de tous les documents, et s'il y a un document qui manque, par exemple les 3 derniers bulletins de salaire, si vous avez les 3 derniers bulletins mais qui datent d'il y a 2 mois, vous n'avez pas les 3 derniers. Et donc l'assureur peut potentiellement vous dire, moi je ne vais pas payer. Il faut faire une mise en demeure dans un certain délai. Il faut faire une lettre de rappel dans un certain délai, il faut faire le commandement de payer chez certains assureurs. Donc, il faut vraiment avoir une rigueur de gestion qui est importante pour que ce soit particulièrement efficace. Si vous faites votre mise en demeure de payer 3 jours après la date limite, l'assureur va vous dire « je ne prends pas en charge parce que vous n'avez pas respecté les termes du contrat en faisant votre mise en demeure dans le délai qui est imparti ». Donc, vous vous retrouvez sans rien et sans remboursement des cotisations depuis des années, accessoirement. Visal, pareil, il y a un formalisme important à respecter pour faire jouer la garantie Visal. C'est mieux, mais ça demande de la rigueur. Donc, toujours de la rigueur. De toute façon, je pense que sur ce schéma d'investissement, c'est beaucoup plus vivant, actif, humain que des SCPI, que des actions, bien sûr. Donc, effectivement, un formalisme qui est nécessaire. Et puis derrière, des lois qui sont quand même complexes. En France, c'est très différent d'autres pays. Vous connaissez tous le schéma légal qui encadre vraiment, bien sûr, le propriétaire comme le locataire. Donc, ça, c'est des points importants. Dernière question sur la partie, alors sauf si bien sûr il y a d'autres questions qui arrivent, mais là j'en prends une des dernières qui m'a été postée, sur les éléments demandés justement par une GLI. Est-ce que finalement, en étant aussi filtrant par la garantie de loyer impayé, est-ce que finalement l'assurance ne s'annule pas tout son risque? Est-ce que l'assurance n'est pas trop exigeante vis-à-vis des dossiers locataires qu'elle tendrait à... Ouais. Alors pour moi, comment dire, il faut bien voir que l'assurance, que ce soit la GLI d'ailleurs, il faut surtout jamais choisir un locataire en se disant je m'en fous, s'il ne paye pas, j'ai une caution, enfin, ou j'ai une GLI, ou j'ai une sécurité. Ça ne marche pas, on va droit dans le mur. Il faut être sûr que son locataire, il va être solvable et ça sera un bon locataire. Ça, c'est la première chose. Après, la GLI ou la caution, ça vient garantir ce qu'on appelle le risque de vie. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri, même si je suis un super bon locataire, peut-être que demain, je vais perdre mon boulot et que je n'en retrouverai pas et que je vais être en difficulté, peut-être que je vais être en dépression, peut-être que je vais avoir un problème. Donc, c'est ce risque-là que vient couvrir la GLI, pas le fait que j'ai choisi un mauvais locataire. Donc, tous les documents que demande l'assureur, c'est pour s'assurer qu'on a un bon locataire à la date donnée, mais ça ne vient pas couvrir le fait que j'ai mal choisi mon locataire. J'ajouterais une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de GLI aujourd'hui qui prévalident en fait les dossiers. Donc on peut leur envoyer tous les documents remis par le locataire et la GLI, à l'appui de ces documents-là, vous garantit que vous n'aurez pas de problème le jour où vous voudrez mettre en œuvre cette garantie. Je pense je préconise qu'il vaut mieux privilégier ce type d'assurance.
Oui, alors là, je revalide ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que l'assureur, il faut qu'il s'engage. Il a vu le dossier et il assure le dossier. Et pendant longtemps, c'est vrai que les assureurs, ils déléguaient ça soit aux agences immobilières en disant bah, si vous avez le dossier et qu'il est conforme, tant mieux. Et le jour où on leur présente le dossier, ils vous disent bah non, le dossier n'est pas conforme, mais ça leur permet de ne pas prendre en charge. Donc ça, pour moi, c'est un schéma qui est à proscrire absolument. L'assureur, on lui soumet le dossier, c'est lui qui souscrit et c'est lui qui dit oui ou non. Ok, très bien. Écoutez, merci, merci à tous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On est aussi joignable sur les réseaux habituels, Facebook, Insta, LinkedIn, sur nos emails. C'est le prénom, donc moi, Christophe, par exemple, @clower.com. On répondra à vos questions, bien sûr, avec grand plaisir. On a un dernier petit sondage à vous partager, s'il vous plaît, concernant les aspects pratiques des prochains webinars. Celui-ci, hébergé par HEC, que je remercie beaucoup, hein, merci Lisa, donc est à 11 h. On propose 2 créneaux, soit 11 h, soit 18 h le soir. Est-ce que Lisa, tu peux nous faire passer un petit sondage? Comme ça, on proposera aux gens de nous dire. Lisa. J'arrive. Alors, je m'excuse par avance. Je vous tutoie sur ce sondage que je ne peux pas modifier. Mais l'important, c'est de savoir à quelle heure vous êtes les plus disponibles. Eh bien non, en fait, ça ne fonctionne pas. Si, on l'a vu, ça, je l'ai fait paraître, en tout cas. Non. Oui, mais on ne peut pas… Laissez-moi une petite minute. Bon, très bien. Donc, voilà. C'est bon. En attendant que ce sondage apparaisse et que vous y répondiez, hein, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous tenir au courant de l'actu de ce qu'on fait. On va avoir plein de thèmes qu'on va aborder comme ceci. Il y avait une question sur un autre canal qui était plus dédié à Corinne. Corinne qui, en tenant compte, alors je pousse le sondage, voilà, en tenant compte de la population de locataires visés, comment gérer la contrainte vacances, état des lieux, recherche des locataires, de la forte rotation des locataires, alors que tu nous disais même qu'il n'y avait pas plus de quelques jours de vacances entre les deux. Alors, comment arrives-tu à gérer cette contrainte? Alors, comment j'arrive à gérer cette contrainte? En travaillant. C'est-à-dire que un mois avant le départ, puisque lorsque j'ai… Donc là, je parle vraiment des meublés. Les locataires sont très transparents et je le suis également avec eux, où je leur indique bien… dès lors que vous savez que, par exemple, le 30 juin, vous partez, vous me le confirmez bien, par exemple, 2 mois avant. Moi, j'ai une cartographie de tous les logements qui vont être libres à partir, par exemple, du 1er juillet 2021. Donc, dès fin mai, voire mi-mai, je vais commencer à mettre mes annonces sur des sites dédiés. Il y a des sites qui sont très, très bien faits pour la recherche de locataires étudiants, hein, donc plus pour ces meublés. Ces sites, comment dire, sont… en fait, moi, je remarque que sur ces sites, j'ai des demandes même des fois 6 mois avant. C'est-à-dire que j'ai toujours un récurrent. Donc, ce sont soit des étudiants français qui arrivent à Nantes pour une courte période, soit des étudiants, j'ai un autre site aussi avec lequel je travaille, qui… on pourra donner d'ailleurs les liens si ça intéresse les personnes, soit des étudiants étrangers qui vont arriver en France. Les étudiants étrangers, en règle générale, 6 mois avant la deadline, ils sont déjà sur la plateforme en train d'essayer de trouver un logement. Donc, en fait, j'ai toujours ce petit mouvement sur de demande et c'est ce qui me permet aussi, après, d'avoir un choix et de ne pas avoir de vacances. Ça demande quand même une certaine dextérité de travail, des fois aussi le soir, le week-end, sur ces périodes-là. C'est vrai. Alors, voilà. Après, on prend le lundi matin. Très bien, merci Corinne. On va donc partager, il est aussi dans le compte-rendu qu'on vous fera parvenir, bien sûr, les liens dont tu nous as parlé. Il y avait une dernière petite question, je pense qu'on peut répondre rapidement. C'est sur le cabinet comptable, l'expert comptable. Est-ce que vous le sollicitez annuellement ou mensuellement? C'est les éléments qui, pour nous, en tant que Clower, sont importants, étant donné qu'on est en train plutôt d'installer un suivi au fil de l'eau. Corinne, pour toi, je crois que c'est annuel, c'est ça? Alors, annuel avant chaque bilan. Ok. D'accord. Donc, il y a un pré-bilan que l'on fait par visio et ensuite, on fait un bilan en direct. Donc, ça, c'est annuel. Par contre,
j'ai un lien. Moi, je fais un point mensuel avec l'expert comptable pour chaque structure. Donc, j'y consacre bien 2 heures par mois aussi pour vérifier justement le fameux scan que j'étais sûre d'avoir envoyé, que je n'ai pas envoyé. Ok. Ok. Et pour toi, Olivier? Alors, pour ma part, moi, c'est annuellement et je rêverais que ce soit mensuel. Voilà. Mais voilà, oui, moi, j'aimerais bien pouvoir avoir une comptabilité à jour en permanence, mais c'est vrai que c'est plutôt annuel. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Lisa, tu nous partages le résultat du vote? On est plutôt sur 11 heures. Très bien. Eh ben, on va continuer du coup sur ce créneau-là. Alors, merci de ne pas avoir coché 8 heures. Non, mais 11 heures, c'est très bien. Donc, sur les horaires entre guillemets de bureau, ça prouve qu'effectivement, ça fait partie d'une gestion professionnelle. On est tous des particuliers finalement, mais on est quand même sur une gestion très professionnelle de vos patrimoines. Donc, c'est vraiment la démarche dans laquelle on voit que vous vous engagez et on souhaite vous accompagner sur ce point. Il reste à vous remercier, Lisa pour l'organisation, à remercier Corinne, Olivier et Jean-Marc d'avoir bien voulu participer à cet événement. Et bien sûr, vous tous, tous les spectateurs, tous les commentateurs et pour toutes vos questions. On espère que ça vous a été utile en tout cas. Et on vous donne rendez-vous dans environ 3 semaines. On vous partagera cette fois-là des axes d'optimisation pour les schémas vides et pour les schémas meublés. Et donc, on aura, j'imagine, un autre panel d'experts qui va pouvoir partager aussi son expérience. Plus que des experts de métier, on va vraiment pouvoir chercher des retours d'expérience, des vraies expériences de vrais gens qui font comme vous ou qui font comme vous souhaitez faire. On pense que, en tout cas, c'est le format le plus utile. Donc, merci à tous. Merci. On vous fera parvenir donc les liens pour les comptes rendus. Merci. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir et merci.